Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence qui vient clore cette journée consacrée à la création d'entreprises. Donc depuis ce matin, nous avons décortiqué toutes les étapes, le projet, le business plan, l'étude de marché, la protection sociale, les statuts. On a vu aussi comment créer son site web, comment bien utiliser les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, LinkedIn ou Instagram. Comment se lancer comme entrepreneur, comment bien se protéger quand on est effectivement un indépendant. Et nous terminons donc avec cette dernière question cruciale qui est quelle activité choisir et dans quel secteur se lancer. Alors, quels sont donc ces nouveaux marchés, ces nouvelles cibles à conquérir? Comment anticiper les tendances, les détecter, les exploiter? Pour répondre à ces questions, quatre experts de l'entrepreneuriat. Donc, Laurence Tasson, qui est responsable de l'Observatoire de la création d'entreprises de la Banque publique BPI France Création. Sophie Jalabert, qui est déléguée générale du réseau BGE, donc réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Mathieu Douchy, qui est président et fondateur de Créactif, qui accompagne également les créateurs d'entreprises. Et enfin, Philippe Cahen, qui est éditeur et qui édite la lettre des signaux faibles. Donc, nous allons parler tout à l'heure, bien sûr, de ces signaux faibles qu'il faut essayer de capter malgré tout. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée. Vous pourrez donc la réécouter en replay sur le site du salon. Alors, en 2022, mais en fait, on s'est aperçu que c'est déjà en 2021, mais enfin, la France a franchi la barre symbolique du million d'entreprises nouvelles. Alors, Laurence, quelles sont les activités qui ont attiré le plus de créateurs d'entreprises l'an dernier? Est-ce qu'il y a eu des activités phares ou est-ce que c'est plutôt également réparti en différents métiers? Oui, effectivement, 1 million 72 000, ça vaut le coup de le redire. On n'est pas très loin du chiffre de 2021, hein, qui était de 1 million 51, mais on est quand même en petite progression, donc c'est encore bien. Voilà. Là-dessus, on a effectivement quelque chose qui est quand même assez stable avec un secteur des activités scientifiques et techniques qui est extrêmement présent en nombre de créations d'entreprises, puisque c'est quasiment une création sur 5 en France. Donc Et c'est qu'est-ce que c'est exactement les activités scientifiques et techniques? En fait, c'est toutes les activités qui sont liées. Alors, ça peut être de la R&D, ça peut être de la programmation, ça peut être des choses, voilà, ça peut être tout un tas d'activités qui sont D'accord, liées, ça c'est large. en fait, demain à tout ce qui est analyse scientifique et Ouais, technique, ça peut être de la mesure, voilà. ouais, Derrière, d'accord. il y a voilà, un ensemble de métiers qui sont assez Oui, nombreux. Et là, on est plutôt sur une création d'entreprise sur 5, donc c'est quand même pas ouais, innocent. oui. Heu et vient ensuite, alors après, on a 2 autres gros secteurs, qui viennent contribuer à la création d'entreprises en France, c'est la construction et le commerce. Et là, on est Mhm. plutôt sur on est à peu près sur 100 000 entreprises, dans chacun, et donc une entreprise sur 10 si on doit faire, sur le million tout rond. Donc, Ouais. on est sur trois gros sujets, avec la Mhm. construction qui est essentiellement, sur de l'artisanat, et le commerce, en grande partie aussi. D'accord. Voilà, ça, c'est les 3 premiers. Et puis Oui. après, là-dessus, on peut rajouter, 2 autres grandes activités ou 2 grandes entrées, d'activités. C'est les services à la personne qui, jouent un rôle énorme aujourd'hui et qui ont été en forte Mhm. croissance ces dernières années. On a aussi ce qu'on appelle les activités de soutien aux entreprises. Donc là, c'est tout ce qui est le conseil, la gestion, les avocats, enfin la comptabilité Ouais. et autres éléments. Et après, dernier gros secteur qui vient, c'est le transport et entreposage qui, en fait, a été, Mhm. avec un pic, très important, il y a quelques années, et qui aujourd'hui est en fort recul. On en Mhm. parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Avec tout ça, on est quand même sur 2 créations sur 3, hein, dans l'année. Donc c'est Ah oui, un donc cas. ça fait quand même le gros des troupes, quoi. Oui, Ouais. exactement. Et Oui. sur les... Oui, pardon, allez-y. Dites-moi, allez-y. Oui. Alors, est-ce que finalement, par rapport aux années précédentes, il y a une évolution ou c'est des tendances finalement lourdes qu'on observe sur les années précédentes? Ou est-ce que 2022, il y a des changements dans ce choix des activités ou pas? Oui, alors si on regarde, là, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre le poids en nombre, hein, des Mhm. créations d'entreprises, et l'évolution, en fait, hein, des secteurs, puisqu'on voit pas la même chose, hein. Quand on est en nombre, effectivement, on va s'apercevoir en 2022 que, il y a quelques secteurs qui sont un peu résilients, un peu plus fins, hein, que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va avoir les services à la personne avec notamment tout ce qui est beauté. On va avoir tout ce qui est vente à domicile aussi, qui est très important, avec la vente à distance en particulier,
particulier. Les agences immobilières qui font un retour sur la scène en 2022. Après, il y aura tout ce qui est programmation informatique, bien évidemment, parce qu'on a aussi des problématiques de cybersécurité assez dominantes. Donc, ça crée aussi de la... Mais il n'y a pas que ça, hein, parce qu'en programmation informatique, on a beaucoup d'autres choses. Et puis après, on a de l'artisanat qui est assez dominant avec tout ce qui est maçonnerie, électricité, et qui ont un peu le vent en poupe aujourd'hui, mais de façon assez stable en nombre. Par contre, si on est en évolution, et c'est là qu'en évolution, c'est intéressant, on ne se pose plus la question de savoir si c'est un gros secteur en nombre de créations, mais est-ce que c'est un secteur dans lequel le nombre de créations a beaucoup bougé, donc à la hausse ou à la baisse. Et là, du coup, on a un spectre on a une vision un peu différente. C'est que les activités qui sont en très forte accélération en 2022, mais qui le sont depuis 10 ans, en fait, c'est tout ce qui est les arts et les spectacles, et notamment tout ce qui est le spectacle du vivant et les activités créatives. Donc ça, c'est un premier élément. D'ailleurs, c'est un secteur qui a énormément souffert pendant la crise, donc en 2021. Il repart en 2022, donc c'est important parce que ça veut dire que quelque part, ça y est, on commence à récupérer le vent de l'activité des industries culturelles et créatives, comme on dit chez nous à BPI France. Voilà. Autre chose aussi qui est importante et qu'on voit et qu'on trouve étonnante, c'est effectivement aujourd'hui, en 2022, on a eu tout ce qui est production d'électricité. Et là, on n'est pas sur le chauffage ou autre. Là, on est vraiment sur comment je produis de l'électricité demain. Et en fait, on a un nombre de créations d'entreprises qui est assez étonnamment très fort sur ce sujet de la production de l'énergie électrique. Donc, ça tombe bien, vu le sujet actuel, ça tombe plutôt bien. Et puis, on a aussi tout ce qui est édition de journaux, tout ce qui est production post-film, post-production pour les films. Là encore, des activités artistiques. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Alors, et du côté des réseaux d'accompagnement, que ce soit BGE ou Créactif, est-ce que ces tendances, vous les observez chez les gens que vous accompagnez, Sophie? Oui, alors je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Laurent, parce qu'on est sur des choses extrêmement similaires. Alors du coup, je vais prendre un peu le contre-pied, c'est qu'un secteur dans lequel on s'immatricule beaucoup, c'est parfois un secteur saturé. On a des effets de mode très très forts, et là vraiment j'appelle nos auditeurs à vraiment faire très attention à ça. Alors, dans les métiers du soin, énormément de gens qui s'orientent vers les métiers du soin, vers le coaching, des gens qui ont une recherche de sens, c'est souvent des gens, des trentenaires qui sont en activité, qui quittent leur job pour faire un métier qui leur plaît. C'est le coach, naturopathe, tous ces sujets autour du soin, c'est totalement saturé. J'ai l'exemple d'une ville en Picardie, 40 000 habitants, 15 naturopathes. C'est un vrai sujet. Donc, si vous voyez beaucoup de monde quelque part, n'y allez pas obligatoirement. On va parler après de comment on réfléchit un projet d'entreprise. Mais voilà, vous pouvez avoir envie de faire des coups, mais c'est peut-être pas là que ça se passe. Donc, nous, on a un gros warning. On dit attention. On a une convergence aujourd'hui sur des secteurs d'activité. Ça doit nous interroger même socialement, parce qu'après, pour créer de la valeur sur ce type de métier, en plus, c'est très compliqué. Je rejoins sur la question de l'activité récréative. Créer un vrai business model sur ce type d'activité, ce n'est pas simple. Voilà. Et donc, BGE, on y matricule. Chaque année, il y a environ 60 000 personnes qui viennent expertiser leurs projets avec nous, pour vous dire un peu les volumes. Voilà, vous avez combien de naturopathes là? Ouais, je préfère pas dire. Non, et on a environ 16 000 immatriculations, mais oui, c'est un sujet pour nous. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des gens qui arrivent et ils en sont au moment de l'installation. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, on reparlera après sur les autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit sur un projet de création d'entreprise? Mais voilà, avec le nombre d'immatriculations qu'on a, on reflète totalement ce qu'a raconté Laurence. Et donc, avec des secteurs très intéressants, des niches sur lesquelles il se passe des choses, mais aussi des secteurs saturés. Et alors, un exemple de niche où il se passe quelque chose, par exemple? Non, après, on va avoir des projets, effectivement. Alors, on verra si les business models arrivent vraiment à se stabiliser, mais sur des gens qui ont envie de travailler avec des stratégies, vraiment de circuits courts dans les territoires, on a beaucoup de projets là-dessus. Production locale, distribution locale, fournisseurs locaux. Alors, ça va s'illustrer. Ça peut être des commerçants, ça peut être des fabricants. C'est plus une stratégie locale qu'après un produit en particulier. C'est très vertueux. Nombre d'entre eux cherchent encore le bon modèle économique. On dit tous qu'il faut acheter responsable, mais on n'est pas tous en le faire. Voilà. Et vous, Mathieu,
Et vous, Mathieu, pour Créactif, vous avez à peu près le même constat ou des... C'est exactement pareil. Ouais. Je rejoins parfaitement Ouais. Sophie sur le fait de ne pas être moutonnier dans l'approche. Ouais. Je parle souvent des créateurs qui ont vu une émission sur M6 qui tourne bien en ce moment Ouais. et puis qui veulent se lancer sur l'activité dont ils ont entendu parler. C'est pas parce qu'il y a énormément d'immatriculation sur une thématique qu'il faut se lancer. Au contraire, comme dit Sophie, warning absolu Ouais. dans cette situation-là. Ouais. Après, évidemment, de par les formations qu'on propose, évidemment, on va avoir des surreprésentations. Donc, nous, on retrouve beaucoup, par exemple, de formateurs. C'est porteur, mais en même temps, on apporte des solutions judicieuses chez nous. Donc, évidemment, on les retrouve beaucoup. Des consultants, des gîtes. C'est tous des secteurs qui sont quand même porteurs et rentables. D'accord. Donc, il est possible d'en faire une activité assez rentable. Et sur un autre plan, pas tant en termes de secteur, mais nous, c'est une évolution forte qu'on voit ces dernières années. C'est une évolution des compétences des entrepreneurs où on va retrouver par contre une évolution au niveau du marketing digital. Donc, on voit bien, quand vous avez résumé, Bruno, la journée, il y a des choses qui sont axées sur la création de sites, sur Instagram, sur tout ça. Ça, c'est quelque chose qui était plutôt assez rare il y a 5 ans. Et aujourd'hui, post-Covid, c'est presque une obligation. Tout le monde a compris qu'il y avait des clients à aller chercher là-bas. Et donc, ça, c'est une évolution assez forte sur tous les secteurs d'activité confondus. Philippe, vos réflexions sur ces réflexions, c'est-à-dire que est-ce que il y a des signaux faibles qu'on ne voit pas justement ou des activités que vous pensez? Il y a un signal faible qui est un signal fort, puisqu'il y a la naissance d'1 million d'entreprises et il y a la naissance de 745 000 bébés. Donc, on voit qu'aujourd'hui, chaque année, il y a moins de bébés que d'entreprises, alors qu'il y a 7 ans encore, c'était l'inverse. Donc, on fonctionne plus pour l'entreprise que le bébé. Non, ce qu'on a dit. Alors, quelle conclusion en tirer une fois que le constat est fait. C'est clair, la passion a changé de terrain. Je pense que l'enfant, malheureusement, fait peur. Il y a tout un discours, d'ailleurs, anti-naissance, etc. Mais tout ce qui a été dit, non, je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui est... On va du numérique au zéro numérique, du local au national. Et puis, il faut aussi ajouter l'opportunité immédiate. Par exemple, des choses, je ne sais pas si ça paraît, mais vraiment l'assistance numérique aux particuliers. On dit que 30% des Français ne savent pas résoudre leurs problèmes de numérique. Donc là, il y a du boulot local. On a du mal à avoir une carte d'identité ou un passeport. Il y a des gens qui ont créé leur boîte là-dessus pour qu'on l'ait en moins de 15 jours, alors qu'il y a des gens comme ma femme qui attendent depuis 9 mois d'avoir une carte d'identité. Donc il y a des opportunités, il n'y a pas que la naturopathie. Mais ça couvre bien tout. Très bien. Et alors, est-ce que finalement, quand on décide de créer une activité, est-ce qu'il faut être moutonnier et se dire, je vais plutôt aller là où il y a des créations d'entreprises dans tel secteur, parce que finalement, le fait qu'il s'en crée beaucoup, c'est un signe de dynamisme, ou plutôt, il faut se méfier des secteurs où il y a trop de monde. Est-ce qu'il faut faire preuve d'originalité ou être plutôt moutonnier? Sophie? Alors, je vais me permettre de ne pas poser la question comme ça. Reposez la question. En réalité, oui, parce que ce n'est pas une question d'être moutonnier ou pas moutonnier. C'est comme car parfois, il y a une injonction à l'innovation, quelque chose qui est hyper important. Mais si vous faites des pizzas, vous n'avez pas besoin d'innover. Ce qu'il faut, c'est faire des bonnes pizzas et que vous maîtrisiez votre clientèle. Vous voyez, donc, il faut vraiment, les choses sont obligatoirement plus complexes. Donc, moutonnier, pas moutonnier, pour nous, ce n'est pas la question, en tout cas, à BGE, mais il y a des items hyper importants, c'est votre motivation. Il faut que, pourquoi vous entreprenez, de définir pourquoi vous entreprenez, c'est extrêmement important. Et ce qu'on voit aujourd'hui, très, très fortement dans nos publics, c'est des gens qui arrivent en disant, moi, je cherche du sens. Alors, on peut le charger de choses très, très différentes. Je cherche du sens, mais je veux du sens à ma vie professionnelle. Et ça va s'illustrer dans mon projet de création d'entreprise. Et ça, vous voyez que, quelque part, on ne se pose pas la question de je suis moutonnier ou pas moutonnier.
Je veux faire quelque chose au quotidien où je vais beaucoup travailler, qui va avoir du sens pour moi. Et donc après, nous, ce qu'on va faire avec ces gens-là, c'est réfléchir s'il y a une réalité économique derrière cette recherche de sens, derrière cette activité. Mais à partir du moment où vous êtes motivé, vous êtes en capacité d'analyser votre marché. C'est ça qui est important. C'est est-ce que je comprends mes clients? Est-ce que je sais analyser mon marché? Et est-ce que par rapport à cette analyse du marché de mes clients, je sais faire une offre? Donc, on a vraiment là, et là, on peut inventer après. La question, effectivement, derrière, on a des enjeux d'adaptation. Mais le sujet, il est là. Est-ce que l'activité que je veux monter raconte mon histoire? Et donc, je vais savoir trouver des partenaires, je vais savoir fédérer autour de moi. Chez nous, à BGE, on a deux populations souvent avec lesquelles on travaille. Alors, on les appelle les méthodiques et les opportunistes. Je ne sais pas si c'est les bons termes. Mais un méthodique, c'est quelqu'un qui a un produit, un objet qu'il adore. Et il crée une entreprise parce qu'il veut vendre ce produit. Voilà. Et donc, son histoire, c'est son produit. Et l'entreprise n'est que, quelque part, un véhicule qui va lui permettre de réussir. Donc là, vous avez des parcours et des profils très particuliers. Et après, on a d'autres personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, excitées par l'aventure entrepreneuriale et qui peuvent vendre des choses très diverses, monter une entreprise, qui réussissent, ils vont revendre l'entreprise, faire autre chose. Et vous voyez que là, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes ressorts. Et les deux parcours sont extrêmement intéressants. Et quand on arrive comme ça à attraper ces niveaux-là de motivation, c'est aussi là, nous, en tant que réseau qui formons, travaillons sur la compétence entrepreneuriale, on arrive aussi à travailler sur à quelles conditions vous allez réussir à créer de la valeur. Voilà, donc le sujet, je crois, c'est pas être moutonnier ou innovant, c'est être bien dans ses baskets, connaître son clientèle et regarder la rentabilité économique si on va en vivre ou pas. Voilà. Mathieu? On est exactement, on est assez d'accord avec Sophie. On en parle régulièrement. Oui, mais nous sommes également un peu contre ce terme un tout petit peu péjoratif de moutonnier, parce que évidemment. Les naturopathes, visiblement, en Picardie, il y a un effet. Il y a une certaine mesure quand même, évidemment, derrière tout ça, mais il faut quand même rappeler qu'en France, 99% des entreprises sont des indépendants, des TPE, des PME, qui n'ont, pour la grande majorité, pas particulièrement innové. Et entre guillemets, avant d'innover, il y a plein de choses à savoir faire. Déjà, savoir faire son métier. Son métier, c'est déjà quelque chose de très bien. Après, aller chercher des clients et les transformer, les signer, ça, c'est encore mieux. Là, vous devenez déjà un niveau d'entrepreneur un peu plus aguerri. Si en plus, vous savez gérer un peu votre entreprise, vous avez quelques notions en compta ou des choses comme ça, là, vous avez le Saint Graal. Et le summum, et là, vous passez à la PME, c'est si vous êtes un petit peu doué dans le RH ou des choses comme ça. Voilà. Et après ça, vous pouvez pas réfléchir peut-être à l'innovation, mais un indépendant qui cherche à rentrer par l'innovation, c'est peut-être pas la meilleure approche. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on pense chez Créactif, de par l'expérience de l'accompagnement de, je sais pas, 2000, 3000 entrepreneurs par mois en ce moment. Philippe, justement sur ce côté chercher l'originalité ou pas? Oui, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai pris 3 axes. On parlait d'alimentation, d'habitat, de santé, de l'aidance. On parle aujourd'hui de l'aidance, de la dépendance. Il y a des choses à créer partout. Je prends aujourd'hui 3 axes. Le premier qui touche au transport propre. Il y a énormément de choses à créer là-dedans. Il y a le tuk-tuk de ville. Alors le tuk-tuk de ville, je vois à Paris, c'est utilisé pour les touristes, mais c'est pas ça du tout. Je crois que le tuk-tuk de ville, vous savez, c'est ce qu'on voyait en Thaïlande. C'est un vélo cargo qui transporte 2 ou 4 personnes. Ça va se développer de manière très importante en ville sur des vraies pistes cyclables dégagées qui ne sont pas les ramassis de feuilles mortes de l'automne. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a autre chose à développer qui se développe beaucoup, c'est la cyclo-logistique, toujours en même idée. C'est-à-dire que la livraison de choses par vélo, jusqu'à présent, les vélos pouvaient transporter 200-230 kg de marchandises. Il y a des vélos maintenant qui se créent pour transporter 400 kg de marchandises. C'est gigantesque, et toujours avec des vélos électriques qui multiplient. Il y a toute la logistique qui va avec, des lieux logistiques, etc. Et ça va se développer dans toutes sortes de villes. Il y a des transports autonomes. Alors la voiture, on n'en est pas encore. On n'est pas encore là, non? Non, parce qu'on fait tout. Les constructeurs de voitures font tout pour l'empêcher. Parce que le jour où la voiture est autonome, c'est-à-dire le système de transport a changé, on n'a plus besoin de construire 100 millions de voitures par an, mais 20 millions. Oui. Alors, ce qui veut dire que là, finalement, ce que vous vous invitez à faire, c'est effectivement à déployer ces antennes pour voir les petites choses que chacun pourrait voir, mais qui méritent attention. Voilà. Il y a donc les transports autonomes, pareil,
par bateau, à la campagne, par les trains de voiture. Il y a tout ce qui touche à la réalisation. Il y a des choses à créer par la relocalisation, parce qu'il va y avoir des taxes carbone qui aujourd'hui se créent sur des produits lourds, mais qui vont se créer sur les textiles. Il y a des taxes recyclage qui vont être faites, parce que quand on a un produit, on va devoir payer son recyclage, et ça commence à se faire. Ce qui veut dire qu'il y a le commerce ou l'industrie du produit neuf, et l'industrie de la recyclabilité, etc., de la réparabilité, parce que la réparabilité se développe. Et c'est, moi, ce que j'appelle tout le marché de la sobriété et de la frugalité. La frugalité, c'est-à-dire vivre mieux avec moins, alors que la sobriété, c'est vivre moins avec moins. Pas du tout la chose. Et là, bon, voilà. Donc il y a énormément, c'est ce que vous disiez, il y a énormément de pistes qu'on peut développer dans tous les sens. Et donc, Laurent, c'est ce qu'on voit effectivement depuis votre poste d'observation à BPI France. Oui, effectivement, vous voyez ces choses, enfin ces activités émerger. Oui. Alors, il y en a quelques autres que j'aimerais bien ajouter, parce que je suis assez d'accord avec effectivement mes collègues. Il y en a quand même quelques autres pistes que j'aimerais bien ajouter, effectivement, parce que c'est des pistes qui ne sont pas forcément qui ont émergé il y a quelques temps, mais qui ont la vie dure. Donc, c'est tout ce qui est le bio et le végétal aujourd'hui. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on n'a pas parlé. C'est tout ce qui est le prêt à consommer, parce qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus. On va acheter quelque chose et puis on le mange, ou on le cuisine et en fait, on a acheté tous les ingrédients qui vont bien. Donc ça, tout ce qui est prêt à consommer aussi. Tout ce qui est ce qu'on appelle le do-it-yourself, vous savez, c'est tout ce qui est les activités récréatives. Je fais, je construis. Ça, c'est aussi. Ensuite, on a d'autres choses aussi qui sont liées. Alors là, c'est plutôt, non pas aux pratiques de consommation, mais plutôt aux pratiques d'achat. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que, en fait, quand on va créer une entreprise, il faut aussi surtout être très à l'écoute des évolutions de la société, non seulement des évolutions de consommation, on en a parlé là avec les exemples qu'on avait, mais il y a aussi les pratiques d'achat. Aujourd'hui, l'achat, donc le e-commerce, on voit bien qu'il y a encore des choses à faire en matière de e-commerce. La seconde vie, aussi, on n'a pas travaillé sur la seconde vie, on l'a pas évoqué, mais la seconde vie dans tout ce qui est recyclage, dans tout ce qui est traitement des déchets et autres, ça permet aussi de travailler sur ces sujets-là. Circuit court, Sophie en a parlé. Donc, du coup, circuit court, qui dit circuit court, dit livraison, bien évidemment, en parallèle. Autre modification de la société que je vois, moi, aujourd'hui, c'est, en fait, on a toujours eu tendance à acheter, société de consommation, mais il y a aussi la société du partage. Aujourd'hui, on n'achète plus maintenant, on va partager, on va louer, on va prêter. Voilà. Donc, du coup, il y a des créneaux aussi pour les créateurs d'entreprises sur ces endroits-là où on va prêter ou partager, où on va faire du coworking, du co-living et tout, et je ne sais quoi d'autre encore. Et ensuite, il y a aussi... là, on parle de consommation parce que bien évidemment, c'est ce qui touche le plus grand nombre de personnes. Parlons aussi du travail. Dans les pratiques au travail, en fait, il y a aussi des modifications dans les façons de travailler aujourd'hui, et on vient d'en vivre une assez conséquente aujourd'hui. Ça ouvre des opportunités, mais ce n'est pas des opportunités, et là je rejoins Sophie sur le sujet, ce n'est pas des opportunités au sens appel des sirènes, il faut y aller, sauf si je veux faire ma bulle en 3 mois et après je repars. Là, il y a vraiment des opportunités qui vont persister. Par exemple, on parlait du télétravail, bien évidemment, c'est une évidence. Il va y avoir besoin de coaching, de travail à la distance, de choses comme ça. Donc, on a de plus en plus, Mathieu disait, les formateurs et autres, effectivement, la formation en entreprise, en B2B, ça explose aujourd'hui dans les entreprises parce que manager à distance, travailler à distance, réorganiser les intérieurs d'entreprise, trouver des espaces en dehors de l'entreprise pour pouvoir se retrouver, ça demande énormément de nouveautés de services. Donc ça fait partie des évolutions de pratiques au travail. Moi, j'en aurais une ou deux, et on disait, bon, elle n'a pas l'innovation, mais moi, j'en mettrais bien une aujourd'hui parce que je pense qu'elle va quand même un peu révolutionner les pratiques, y compris chez les non-innovants, mais qui utilisent l'innovation, parce qu'on n'est pas, on peut être créateur non innovant, mais utilisateur d'innovation, et c'est comme ça qu'on innove. Donc voilà, alors je vais le dire comme ça, mais mes collègues de l'innovation vont me tuer parce que normalement, l'innovation, il y a le producteur et l'utilisateur. Allez-y, donc. On utilise tous de l'innovation tous les jours, et si on ne l'utilise pas pour vendre, je pense que demain, dans certains secteurs, on est mort. Donc, je le dis un peu comme ça. Je ne prêche pas pour la paroisse BPI France Innovation, mais demain, il y a certains secteurs dans l'immobilier, par exemple, si vous êtes un agent immobilier et que vous ne présentez plus aujourd'hui la visite virtuelle des biens que vous voulez louer ou vendre,
je ne vous ferai pas votre beurre demain ou vous ferez votre beurre avec des locaux, quoi. Donc voilà, ce n'est pas le sujet. C'est juste un petit exemple là. Donc, ce que je disais, ce qui est important aujourd'hui dans la vie de nos entrepreneurs, c'est penser à tout ce qui est réalité virtuelle et 3D, surtout le métaverse. Alors, on est au début du métaverse, mais ça va changer les pratiques. Ça va être énorme en termes de changement de pratique. Et ensuite, dernier point que je voulais pousser dans la réflexion de nos créateurs, c'est qu'il faut penser à la durée de vie de tout le monde. Aujourd'hui, on a une durée de vie aujourd'hui qui est très longue. On a des personnes qui, en fait, vont avoir toute l'économie des seniors. Donc, il y a toute cette silver economy qui… Exactement, donc ce qu'on appelle la silver economy. Et en plus, c'est des seniors qui ont de la santé, pour la plupart, qui vont voyager, qui vont faire du tourisme, qui ont des loisirs, qui ont du financement spécifique. Voilà. Et après, sur la durée de vie, il y a aussi un pan important, c'est tout ce qui est, on l'a un peu ébauché tout à l'heure, mais plutôt sur la partie beauté, mais toute la partie santé et bien-être qui vont effectivement, alors je ne parle pas de médecine douce, bien évidemment, mais je parle vraiment de santé et bien-être. Ça, il y a du créneau. Voilà, c'était les quelques éléments plutôt pas axés sur le secteur, mais axés sur les transformations de la société. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, ça, on voit à peu près où on peut aller. Enfin, l'éventail est large. Je voudrais revenir, Sophie, sur effectivement cette distinction que vous aviez, qui est intéressante entre le méthodique et l'opportuniste. Donc, effectivement, si le méthodique qui vient avec une mauvaise idée, est-ce que vous pouvez le réorienter? Et vice-versa, est-ce qu'un méthodique peut… Au fond, c'est de savoir effectivement comment je dois avoir des compétences et une appétence pour le secteur. Effectivement, comment après je recalibre tout ça. Je recalibre ma personnalité ou mon profil. Alors, préalable, je ne voudrais pas que tous les naturopathes de France me prennent en grippe, donc je n'ai rien contre les naturopathes. Il y en a beaucoup dans certaines villes, donc j'ai plus une vision modèle économique. Mais je m'amuse. Donc, oui, alors… Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'effectivement, au-delà de ce que vous disiez du secteur à choisir, c'est moi-même. C'est ma trajectoire à moi. Et… Très clairement, sur ce qu'on appelle les méthodiques, quand ils ont un vrai amour de leurs produits, certains ne vont pas créer. À BGE, 70% des gens qui viennent nous voir, au final, ne s'immatriculent pas. Et notre job, il est là aussi. On voit 60 000 personnes par an, il y en a environ 16 000 qui s'immatriculent. Et notre job, c'est vraiment de réfléchir avec la personne si l'idée est bonne et si elle est viable et si c'est une bonne idée pour la personne. C'est ce qu'on appelle la cohérence, personne-projet. Oui, la cohérence, bien sûr. Voilà. Donc, un opportuniste, un méthodique, quelqu'un qui est vraiment très fan de son produit, souvent il en parle super bien, il embarque autour de lui, il sait ce qu'il fait, il est souvent expert de son produit. Donc là, les gens qui viennent, je pense à un coutelier là, qu'on aime beaucoup, c'est un expert du couteau, si vous voulez. Donc après, on va travailler avec lui, de voir s'il va réussir à trouver une clientèle. Mais c'est souvent des gens qu'on ne réoriente pas. Alors certains ne vont pas s'immatriculer parce que comme ils veulent absolument réussir, parce qu'ils ont un amour du produit, certains vont plutôt retourner vers le salarié en disant non, j'ai pas envie de me planter, donc je préfère ne pas y aller. Mais on ne va pas les réorienter sur un autre produit. Ça n'aurait pas de sens puisque leur motivation, elle est là. Après, ces cases, on déteste les cases aussi, donc c'est des tendances, personne n'est totalement opportuniste, personne n'est totalement méthodique, donc c'est plus pour nous, pour savoir comment on va appréhender la personne et voir où est la trajectoire, et l'élément important pour nous, c'est la motivation, c'est pourquoi vous avez envie de créer l'entreprise. Ça, c'est un premier élément par rapport à vos questions d'appétence, c'est pourquoi il y en a, parce qu'il y en a qui veulent être libres, d'autres qui veulent être riches, d'autres qui veulent sauver le monde. Donc, ce n'est pas les mêmes motivations. Quelle est la principale, finalement, qui émerge quand même? C'est le goût le désir d'indépendance, non? Alors, oui, il y a 100% des répondants vous disent qu'ils veulent être indépendants. D'accord, c'est le bateau. Être leur propre patron. Voilà. Et comme tout le monde le répond, ça veut pas. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on va beaucoup plus finement. Et aujourd'hui, ce qu'on voit très fortement, c'est la question d'utilité. Et qui fait le lien avec le sens, qui fait le lien avec tous ces métiers, qui fait le lien avec tout ce dont vient de parler Laurence, le do-it-yourself, le prêt, les coopérations. On a des choses très, très fortes là où les modèles économiques se cherchent encore. C'est passionnant, il va se passer plein de choses et il y aura de la création de valeur dans tous ces secteurs-là. Mais certains modèles économiques ne sont pas encore stabilisés parce qu'on connaît mal la clientèle. Voilà. Donc, je pense que ce sujet de la motivation il est fondamental, de savoir pourquoi on veut le faire. Et sinon, il faut être tenace quand on crée son entreprise. Donc, si on n'est pas au clair, si on n'est pas au clair de pourquoi on le fait, on peut perdre le fil assez rapidement. L'autre sujet qui me semble fondamental, c'est connaître sa clientèle
Et c'est là qu'on a de l'innovation. Mathieu avait tout à fait raison. En tout cas, sur les entrepreneurs qui viennent nous voir, on a rarement de l'innovation de rupture, en tout cas au démarrage. En revanche, c'est des gens qui innovent énormément dans la relation avec la clientèle, énormément dans les canaux de vente, dans la fidélisation. Et ça, c'est le cœur du métier. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend quelque chose à quelqu'un d'autre. La base, elle est là. Donc là, il y a beaucoup d'innovation et c'est la question qu'il faut se poser, c'est qui ma clientèle et qu'est-ce que je veux faire avec cette clientèle. Je pense que le troisième point qui fait vraiment lien avec la compétence, c'est la question de savoir faire des choix. Un entrepreneur, tous les jours, 10 fois par jour, il fait des choix. Et faire des choix, c'est comprendre ce qui se passe et souvent comprendre, c'est avoir appris. Et donc, c'est maîtriser une certaine compétence. Alors, la compétence, elle peut parfois s'acquérir par le faire. L'expérience qui fait que je teste plusieurs fois un truc, je me trompe plusieurs fois, je réussis et donc je sais après comment il faut faire. On parle parfois de l'entrepreneur un peu super-héros. On a eu ça un petit peu en France à une époque. On les appelle les super-héros. Il y en a peut-être, ou des super-héroïnes. Mais non, ceux qui réussissent, c'est des gens qui maîtrisent l'ensemble des compétences qui permettent de maîtriser le commercial, la gestion et le développement d'une entreprise et le management. Enfin, voilà, ne nous mentons pas là-dessus. Je pense que le dernier point peut-être, c'est l'entreprise est un système. Alors ça, c'est un peu conceptuel, mais une entreprise, vous pouvez accéder à plein de leviers, mais tout est lié. Et si vous ne pensez pas l'entreprise comme un système, ce qui n'est pas naturel, c'est difficile de la piloter. Donc nous, on essaie de travailler sur ces concepts-là. D'accord. Et dernier point, un entrepreneur s'adapte tout le temps. Donc des entrepreneurs, on a vu avant et après Covid, on avait des entrepreneurs qui étaient dans la reproduction. Ça a été compliqué pour eux. Et on avait des entrepreneurs pour qui il était beaucoup plus facile de s'adapter, de changer des modèles. Et eux, ils ont traversé tout ça. Alors, ça a été douloureux, mais à la sortie, l'issue est très positive. Si on est dans un truc figé que je veux tout le temps reproduire, ça va être plus compliqué. Voilà un petit peu les éléments importants pour nous, compétences et appétences des entrepreneurs. Mathieu, j'imagine que vous avez effectivement les mêmes... je ne sais pas si on peut dire les mêmes soucis avec les entrepreneurs que vous recevez, mais comment vous soit les recadrer, soit comment est-ce qu'il faut finalement pas s'employer à les dégoûter de ce qu'ils veulent faire pour voir s'ils tiennent vraiment le choc dans leur motivation. Ça fait pas partie de nos méthodes. On peut les faire accoucher de réalités qu'ils n'auraient pas forcément intégrées par eux-mêmes, mais non, on va pas les dégoûter. C'est à eux de se rendre compte par eux-mêmes à un moment ou à un autre, par les questions qu'on va poser, des questions qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pardon ? Voilà, quel type de questions vous posez justement pour tester cette motivation ou cette... C'est toute la difficulté de notre métier, je pense, c'est qu'il n'y a pas une question à poser. Je pense qu'au final, il y a un ensemble de questions à poser en fonction d'une situation. Je rejoins une fois de plus Sophie. Évidemment, on est très d'accord sur plein de choses. Et donc, en fonction d'une situation, eh bien, vous allez avoir des questions à poser sur les moyens financiers, sur l'équilibre vie perso, vie pro, sur la santé de l'entrepreneur, sur les moyens financiers qu'il peut arriver à mobiliser, etc., puisqu'il y a plein d'aspects, évidemment. Et quelque part, il va y avoir des aspects qui vont être bloquants, et ceux-là, il va falloir les identifier assez rapidement pour éviter que l'entrepreneur perde son temps à avancer sur un projet pour qu'en bout de ligne, au bout de 6 mois, 1 an, ça mène à rien parce qu'en fait, juridiquement, son projet ne tenait pas du tout la route, ou il n'avait pas du tout les moyens financiers pour pouvoir se lancer. Bref, en fait, c'est très, très spécifique, et c'est là toute la difficulté de l'accompagnement des entrepreneurs, c'est qu'il n'y a pas 2 entreprises qui font 100% la même chose en France. Bien sûr. Tout le monde a son approche basée sur son histoire, sur ses compétences, sur son lieu de résidence, sur ses réseaux, sur tout ça, et ça fait qu'on a autant de situations que d'entrepreneurs en France. Et malgré tout, donc, le nombre sur les, je ne sais pas combien vous avez de candidats entrepreneurs chaque année. En ce moment, on est autour de 2000, 2500 par mois à peu près. Et c'est ceux que vous accompagnez en ce moment, est-ce que vous sentez plus de motivation, ou est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des choses un peu différentes par rapport aux années passées ou pas? Je vais me répéter avec ce que je disais tout à l'heure. La grosse évolution, elle est sur la compréhension de l'utilité des réseaux sociaux, D'accord. Ça, c'est en ligne. Ça, c'est la grosse évolution.
Ouais. Mais dans les personnalités, effectivement, vous avez l'impression que Non, l'entrepreneur reste tel qu'il est, enfin, alors, il y a une bonne tendance, il y a une très bonne ouais. tendance qui arrive qui s'est développée, depuis qu'on a lancé l'auto-entreprise, la micro-entreprise Ouais. en France. C'est Voilà. la désacralisation de l'entrepreneur, qui avait plein de pouvoir, qui était Ah ouais. super-héros, et cetera, Ouais. et cetera. Ça maintenant, je pense que tout le monde a compris que tout le monde peut devenir entrepreneur. Après évidemment, tout le monde ne sera pas du tout le même entrepreneur. Ouais, bien Ça sûr, c'est ouais. très clair, Ouais. mais la quasi-totalité des personnes peuvent devenir entrepreneurs, mais on ne fera pas tous la même entreprise. Donc ça, c'est le point le plus important, je pense, dans l'évolution. C'est que maintenant, en France, on faisait croire quand même que l'entrepreneuriat était très réservé à une élite, et maintenant, tout le monde, on a une génération d'indépendants, puisque ça fait partie des entrepreneurs, qui Ouais. devient très, très importante, et qui prend vraiment une part importante du gâteau, donc c'est bien. Très bien. Merci, on arrive un peu au terme de cette, conférence. Je voudrais demander à chacun d'entre vous, finalement, quel est un dernier conseil ou enfin, sinon conseil ou en tout cas constat sur, l'évolution effectivement de l'entrepreneuriat et sur cette question de comment choisir son activité, voilà. Laurence, peut-être, qu'est-ce que vous pensez qu'effectivement Ouais. un futur entrepreneur doit avoir en tête, finalement, au moment où il va se dire: «Qu'est-ce que je fais?» ou «Comment je le fais?» enfin, comment j'entreprends? Ouais, je vais vous le dire avec des toutes petites phrases un peu percutantes, j'espère. Ouais, C'est être agile mais réfléchi, c'est-à-dire ouais, qu'il faut savoir y aller, mais il faut prendre un peu le temps de la réflexion aussi, parce que ça ouais. demande de poser un peu les choses. Mmh, Tout est permis, mais il ne faut pas succomber aux sirènes, ça on en a parlé mmh. tout à l'heure, hein, Ouais, aux sirènes des opportunités. Et surtout, on ne crée jamais tout seul. Je pense que c'est le maître mot. Je pense que je vais prêcher des convaincus avec Sophie et Mathieu, mais franchement, nous, on est ouais, convaincus aussi à BPI France. D'ailleurs, on a créé ouais, le collectif CapCréa et ça pour rien. ouais. On est convaincus que nos créateurs, de toute manière, ils ne réussiront que s'ils ne créent pas tout seuls. Alors, créer pas tout seul, ça veut dire, se faire accompagner parce qu'on Mmh, ne connaît pas tout et on n'est pas. Et puis, quand on crée, on n'est pas forcément tout seul parce que, bon, bien évidemment, toutes nos entreprises créent pour la plupart avec un mmh, porteur, et des fois, on a besoin aussi de recruter. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a des métiers en tension, hein, sur lesquels on trouve pas mmh, d'offres, il n'y a personne. On sait pas forcément trouver les bonnes compétences, mmh. et que recruter, c'est quand même extrêmement compliqué. Ah Voilà, oui, donc ça je c'est la pense que s'entourer, c'est pas que s'entourer effectivement au moment de la création, moi, le porteur mmh, de projet, mmh, pour asseoir les bases et être sûr qu'on a bien créé, qu'on a mmh, bien vu, on a bien tout vu, parce que c'est surtout ça. En fait, l'accompagnement va pas nous aider à être sûr qu'on réussisse, mais à être mmh. sûr qu'on a bien tout vu, et qu'après, quand Ouais, on a construit comme il fallait pour être sûr mmh, qu'au moins ça fonctionne mmh, avec certaines garanties. Par mmh, contre, attention effectivement à s'entourer aussi, à ne pas vouloir tout faire. On ne peut pas être gestionnaire, commercial, mmh, publiciste. Donc, il faut mmh, savoir aussi recruter, et ça, c'est compliqué dans les business plans à rentrer. mmh. Voilà. Donc, s'entourer. Philippe, Euh, un regard prospectif sur le dernier conseil à donner? oui, alors, bon, il n'y a Ouais, pas, il n'y a pas simplement le regard prospectif, il y a le oui, contact avec de très nombreux entrepreneurs. ouais, Je vais venir aux mots-clés que je propose, mais de tous les entrepreneurs que je rencontre, et j'en rencontre énormément, en général, l'entreprise qu'ils ont imaginée, au bout de 6 mois, c'est plus celle qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une autre entreprise, le marché les a fait évoluer, les rencontres qu'ils ont faites. Donc on est sur un schéma où il faut sans arrêt s'adapter, et il faut bien être à l'écoute mmh, du marché, non seulement le marché qui nous plaît, mais aussi le marché qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est important. Là-dessus, ce qu'il faut, il faut être heureux de se lever chaque jour. Alors, le mot-clé que moi j'utilise, et chaque fois que je le répète, ça plaît beaucoup, c'est cure-tri-crée. Alors, c'est un mot imprononçable, hein, parce que cure-tri-crée, c'est curieux, la curiosité. Il faut toujours faire preuve de curiosité en permanence dans tout. Il faut être critique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se dire en quoi je fais une connerie, en quoi je fais une erreur, qui ne pense pas comme moi et pourquoi il ne pense pas comme moi. Et puis il faut être créatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les solutions qui se présentent, est-ce qu'il peut y avoir autre chose, etc. Ce cure qui est créé, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est ne pas penser en silo, être agile, etc. Avoir beaucoup de souplesse. Quand on crée une boîte, surtout au moment où on la crée, mmh, il faut savoir surfer, il faut savoir coller au terrain. Pour moi, les notions de budget, tout ça, ça, on va le réadapter. on s'en débrouille, ouais, on s'en débrouille. C'est vrai qu'on nous demande des choses au Mmh, départ. Le budget qu'on fait au départ, il ne sera jamais réalisé. Jamais. C'est un exercice, c'est tout.
Et après, le marché évolue, il faut coller comme ça. Donc, mais le mot cure-cri-cré, curiosité, critique et créativité, ça plaît beaucoup. Bien. Mathieu, peut-être le conseil le plus utile Alors, de mon expérience d'entrepreneur. Oui, de votre expérience d'entrepreneur. Et puis évidemment de l'accompagnement de 15 000 entrepreneurs. J'adore une citation qui pour moi résume bien, qui s'applique bien à l'entrepreneuriat. C'est une citation de Winston Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Alors comment on fait pour ne pas perdre son enthousiasme? Je vais rejoindre Philippe qui vient de parler. C'est mieux d'être aligné avec son projet. C'est mieux de prendre du plaisir à travailler sur cette activité parce que très clairement, c'est quand même très rare que dans les 2 premières années, on arrive à sortir des moyens financiers très importants, juste même plus importants que ce qu'on aurait pu avoir en tant que salarié. Donc, la motivation, ne doit normalement pas être financière, parce que très clairement, il y a des chances que vous abandonniez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs financiers, mais en tout cas, de notre point de vue, ça ne devrait pas être la première motivation. La première motivation doit être un objectif de satisfaction et de prise de plaisir. Après, évidemment, je suis obligé de mettre un petit bémol. Évidemment, par contre, il faut quand même valider un peu aussi quand même le modèle économique pour que ça soit un minimum rentable. Ce n'est pas le tout de faire quelque chose qui nous plaît. Là, on n'est pas des bisounours, on fait du business. On ne va pas se mentir. Voilà, donc une cohérence entre effectivement le côté personnel de l'affaire et son côté économique. Sophie? Alors, pour essayer de dire des choses différentes, mais c'est pas. Oui, je sais, mais. Facile, en même temps, la concordance des avis est plutôt rassurante. Oui. On fait les mêmes métiers, on dit les mêmes choses, donc je pense qu'il y a une part de vérité peut-être là-dedans. Oui, voilà. Non, alors, du coup, moi, je pense peut-être à se confronter aux autres, mais vraiment à l'autre, à l'altérité, hein, pas à l'autre qui nous ressemble, mais à l'autre qui est très différent de nous, pour sortir de nos bulles de certitude. Parce que si vous discutez avec des gens qui ont la même vision du monde, ils vont vous expliquer que votre produit il est super et que oui, eux vont l'acheter, sauf que vous n'êtes pas très nombreux, peut-être, à faire partie de cette bulle, et ça fera pas beaucoup de clients. Donc vraiment, il faut s'ouvrir, se confronter aux autres. Vos clients ne vous ressemblent pas toujours. Et ça me semble fondamental, quoi. C'est-à-dire qu'un entrepreneur doit être ouvert et doit vraiment, l'altérité, c'est son aire de jeu. Est-ce que vous avez ça, c'est pas naturel, ça. Voilà, mais pour personne, hein, c'est naturel. Oui, pour personne, mais est-ce que vous avez l'impression justement qu'ils ne le font pas assez ou vraiment Mais alors, je ne sais pas faire ces généralités-là. Chaque année, on reçoit quand même des dizaines de milliers de personnes. Notre succès aujourd'hui, nous, c'est à réussir à dire qu'ils sont, ce que disait Mathieu, ils sont tous différents. Et le pari de nos structures, là, qui accompagnent au formant nos entrepreneurs, c'est gérer de la différence en permanence. C'est s'adapter, c'est faire du parcours sur mesure et c'est écouter les besoins de la personne. Donc, il y en a qui sont très curieux de l'altérité, il y en a qui le sont moins. Enfin, il y a un petit peu de tout. C'est la France, quoi. On reçoit dans le bureau la France en toute sa diversité. Très bien, très bien. Mais se confronter à l'altérité, tout le monde a des difficultés à le faire, mais ça a plus de conséquences, je pense, sur un entrepreneur s'il ne le fait pas. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les 4 pour nous avoir éclairé sur cette question qui était effectivement compliquée à traiter, puisque finalement, il ne faut pas choisir un secteur, mais il faut choisir quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on est capable de bien faire. Donc, merci encore. Et donc, c'est la fin de cette journée. J'espère qu'elle aura été utile à tous ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. Et merci encore. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.